Valentim, partiu, é esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, il est mardi 21h, alors pour vous, il sera mardi 21h, pour nous, on est lundi, et oui, cette émission était enregistrée exceptionnellement aujourd'hui, lundi, le 7 janvier, avec mes chroniqueurs, Brice et Ali de Art & Sport. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Voilà, bonsoir, bonjour. Je sais, c'est un peu compliqué. Je sais, j'ai l'habitude de toujours dire bonsoir, l'habitude des mardis soirs. On garde l'habitude. on garde l'habitude, c'est vrai. Et ce soir, notre invité, c'est notre parrain de l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot. On ne l'oublie pas, c'est sûr. Il est passé une fois dans notre émission et ça sera sa deuxième. Et pour la rentrée 2013, je voulais qu'il soit là. Il a été formé à Nantes, il est passé à Tours. Il est revenu à Nantes, il est passé à l'Olympique de Marseille, il est passé à Benfica, Bastia et j'en passe encore d'autres. Il a remporté la Ligue des Champions en 1993. Il est maintenant entraîneur de Bonifacio en Corse. Il est parrain, bien sûr, de notre émission, Monsieur Jean-Jacques Dely. Bonsoir à vous, Monsieur Jean-Jacques Dely. Bonsoir à vous tous. Merci de nous recevoir pour cette deuxième occasion. Et puis, d'emblée, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux à toute l'équipe de Quand on aime le foot, on parle foot. Et puis, aussi, souhaiter un bon anniversaire à Christopher pour ses 27 ans. Oh, merci beaucoup, ça me touche personnellement, merci beaucoup. Bah écoutez, je suis surpris, merci. Oui, je souhaite la bonne année aussi à tous mes chroniqueurs et tous mes auditeurs aussi, et bien sûr à vous, Jean-Jacques Dely. Je vous souhaite que du bonheur pour la suite de votre carrière en tant qu'entraîneur. Bien sûr, d'entraîner un jour l'Olympique de Marseille, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite que du bonheur et merci encore d'être là présent avec nous et d'être le parrain de notre émission. C'est un énorme honneur pour nous. Le plaisir est partagé, vraiment. Allez, je vous dis le sommaire de l'émission. Sommaire de l'émission, premier débat, choix de l'invité. Donc Jean-Jacques choisira entre deux débats. Deuxième débat, choix de l'équipe de Quand on aime le foot, on parle foot. Interview décalée de Jean-Jacques Dely. Le top ou flop transfert, si on a le temps ou pas, on verra. On parlera peut-être d'un joueur. On est en train de voir entre nous. Hein. Et puis, on finira sur nos pronostics. Voilà, vous savez le sommaire. N'oubliez pas, sous nos podcasts sur YouTube, hein, Quand on aime le foot, on parle foot. Sur Twitter aussi, on parle foot. On retransmettra toutes les phrases de l'émission en direct, hein, bien sûr. Hein, même si c'est enregistré, on sera sur Twitter, nous, mardi soir, bien sûr. Sur Facebook aussi, notre page de l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, page de l'émission de radio. Et voilà, j'oublie pas aussi tous mes partenaires. Tout le monde s'en fout. Football.com et jeunefooteux.fr. Merci encore à eux et je leur souhaite une très bonne année en notre compagnie et aussi que du bonheur aussi pour leur site internet, bien sûr, sur le football, bien sûr. Allez, on est parti pour l'émission. C'est simple, Jean-Jacques, je vais te proposer deux débats. Alors, le premier débat, c'est les gens qui sont scandalisés par les sommes gagnées des footballeurs. Pourquoi ces gens sont scandalisés? Ou sinon, les joueurs capricieux mais talentueux, focus sur eux, comment les gérer? Quel est votre choix? Les deux m'intéressent, mais je dirais que pour répondre à tous ces gens qui se demandent pourquoi il y a autant d'argent dans le football, je veux bien aller dans ce dossier-là, oui. Allez, dans le dossier de l'argent, les gens sont scandalisés par les sommes gagnées. Alors, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de personnes, on en parle des fois, on n'en parle pas, même au travail. Eh ben, écoutez, on choisit là-dessus, on part là-dessus, sur ce débat, chers chroniqueurs. Soyez à l'écoute, soyez au taquet. Bien sûr, je vais poser les premières questions à Jean-Jacques et on pourra rebondir là-dessus, débattre là-dessus. Allez, c'est parti. Les gens qui sont scandalisés par cet argent gagné, pourquoi? Alors, on sait, hein, beaucoup de joueurs gagnent des millions d'euros. Dans les grands clubs, dans les petits clubs, et même voilà, il y a des clubs où on n'en parle pas trop, hein, même en DH, il y en a qui gagnent de l'argent, hein, faut pas le cacher. Alors il y en a qui sont scandalisés par ça. Bon, on n'a pas d'affaires actuellement, on a des affaires aussi qui nous ont choqués. Voilà. Alors c'est parti. Moi, je vais vous poser tout de suite une question sur ça, Jean-Jacques. Est-ce que c'est pas le sport qui amène l'argent?
et c'est l'argent qui fait un peu la loi dans le sport, et maintenant c'est une fatalité. On est un peu obligé de jouer avec ça, quoi. Oui, forcément, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, où économiquement il est très difficile de joindre les deux bouts à tous les niveaux, et pour chacun d'entre nous, le football génère autant d'argent, et je dirais même que d'année en année, les sommes s'accentuent. Donc, s'il y a autant d'argent, c'est que beaucoup de gens sont intéressés par le sport pour promouvoir, par exemple, les sponsors, les marques. Et je crois que le football sera toujours un endroit où les sponsors et les marques, les grandes marques viendront investir pour qu'ils puissent être représentés, bien sûr, à la télé et dans le monde entier. Donc, je ne vois pas vraiment un arrêt à tout cela, quoi, à cet afflux financier. Non, c'est quasiment impossible. On peut pas s'imaginer autant de millions dégagés, en tout cas, mais on voit pas l'arrêt. On voit pas Cristiano Ronaldo un jour gagner que 1 000 euros par semaine, ça c'est sûr et certain. Enfin là, je vais dans l'exagération, bien sûr, hein. Brice, une petite réaction là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ces gens scandalisés par cet argent gagné? Non, moi je comprends, en effet, il y a beaucoup d'argent dans le football, et parce que c'est quand même le seul sport, un des seuls sports planétaires, et qui regroupe les gens à travers n'importe quel pays. Le foot va être l'élément fédérateur au niveau sportif. Après, moi ce qui me dérange plus, c'est l'utilisation de cet argent en fait qui est drainé par les clubs, parce qu'on voit entre autres en Ligue 1 par exemple, mais dans beaucoup de clubs au niveau européen au moins c'est le cas. C'est-à-dire que les salaires des joueurs représentent quand même 60% du budget du club. C'est plus là où le bas blesse, c'est là où on devrait peut-être faire des efforts et essayer de réduire un peu les salaires des joueurs pour que le club déjà lui-même dispose de plus d'argent et ne soit pas obligé de courir après d'autres sources de revenus, et qui seraient par exemple les droits de télé, parce que les droits de télé, je pense pas, en tout cas en France, que ça va continuer à augmenter beaucoup, même si c'est déjà en train de descendre, et je pense que ça va continuer à descendre encore plus. Donc à mon avis, c'est là où faudrait essayer d'arranger la situation, essayer de faire que les joueurs gagnent peut-être un peu moins d'argent. Alors en effet, il y a quelques superstars en France, on a Zlatan, des choses comme ça qui, je pense en effet, méritent, parce que de toute façon ils rapportent beaucoup plus au club, à la ligue, etc., aux fédérations. Mais après, c'est plus de manière générale des joueurs moyens de Ligue 1 ou même ça peut être des bons joueurs de Ligue 2 qui sont, à mon avis, je pense, surestimés, surcotés par rapport à leur valeur réelle, et touchent certainement beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils engrangent. Je pense l'argent qu'ils rapportent à leur club et à tout ce qui est autour du club. Moi, c'est plus là, je pense, où faudrait changer les choses. Ali, j'aimerais bien entendre ta réaction, puis après on enchaînera sur autre chose, sur là-dessus, hein, bien sûr. Quelle est ta réaction un peu là-dessus sur est-ce que ça te scandalise ou pas du tout aussi non plus comme les personnes? Oh, tu sais, moi, donc, ça commence à être une question d'habitude, là, ça a toujours été comme ça, donc au fond, ça va pas énormément changer, ça risque même de continuer ainsi pendant très longtemps, avec surtout les sponsors, etc. Mais moi, ce qui me choque plus, et là, c'est là où je rejoins Brice, c'est surtout c'est les salaires des joueurs moyens de Ligue 1. Je prends l'exemple type, je suis fan de l'Olympique de Marseille, et quand je vois qu'il y a des joueurs assez importants, des cadres de l'équipe qui ont des gros salaires, ça me gêne pas. Qu'ils les méritent ou non, ça c'est l'avis de chacun. Mais quand on voit par exemple de certains joueurs qui ne jouent pas, ou de réservistes, ou des très très jeunes joueurs qui touchent des salaires dans les 40 000, 50 000 euros par mois, c'est vrai que là il y a à se remettre en question. Mais après voilà, au fond ça dépend des clubs, mais c'est vrai que il faudrait avoir un juste équilibre qui va arriver, je pense, dans quelques années, surtout dans les clubs moyens bas de tableau. Voilà, cette échéance-là, s'il va falloir pour ces clubs réduire cette masse salariale qui est beaucoup trop importante, parce que quand un club a, son budget est de 60 à 70% rien que pour les salaires, c'est exorbitant. Mais bon, au fond, ça va pas trop changer, donc ça me choque pas énormément, et puis bon, ça risque de continuer, hein, c'est tout. Moi, je voulais rebondir aussi, même là on a vu par exemple ce week-end, il y avait la Coupe de France avec des clubs ça allait de DHR jusqu'à National, des clubs qui ont battu donc des joueurs pros de Ligue 1, Ligue 2. On voit que même le niveau
techniquement est pas si différent. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment un gouffre entre les deux équipes, parce qu'on voit que c'est des joueurs au final qui tous ont été formés dans les centres de formation des équipes pro, etc. Et après, c'est quand même des facteurs chance qui font qu'ils sont amenés à jouer professionnel, Ligue 1, Ligue 2, des choses comme ça. Donc là, je pense, justement, ces joueurs-là, a priori, sont tous amateurs ou alors semi-professionnels au mieux. Et pourquoi ces joueurs-là devraient quand même galérer pour vivre de leur passion et en même temps continuer à travailler, alors que les joueurs qui arrivent, ne serait-ce qu'en Ligue 2, vont des salaires jusqu'à 20 000 euros par mois, voire plus, quoi. Ce qui est quand même, c'est énorme. C'est énorme pour ce que ça représente, pour vraiment ce qui rapporte à leur club et à tout ce qu'il y a autour, quoi. Je pense quand même que ouais. Oui, non, je te rebondis juste rapidement. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que on le remarque en Coupe de France, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence. Mais c'est sûr que ça se joue, par exemple, à des facteurs. Centre de formation, t'as peut-être une quinzaine de joueurs, t'en as 3 qui signent pro, et le reste, qu'est-ce qu'ils font en général? Et du coup, ils vont à l'étranger, ou ils vont dans les clubs semi-professionnels ou semi-amateurs, donc les clubs de CFA, ADH. Et ça se joue pas à grand chose. Tu peux avoir un joueur c'est tout récent, hein. Un joueur de DH qui a pas très longtemps, qui a signé en CFA, voilà, il était très bon, et en même pas 6 mois en CFA, il a cartonné, il est déjà en Ligue 2. Voilà, ça se joue pas énormément de choses. Même l'exemple de Benjamin Cormier qui était à Dijon, qui maintenant joue à Lorient, c'est pareil. Il faisait son BTS, étudiant, etc. Loin de penser pouvoir un jour toucher au professionnalisme, et c'est en 1 an et demi au final c'est arrivé. Maintenant il joue en Ligue 1 et c'est certainement un des plus gros espoirs de Ligue 1. Alors, je vais poser la question à Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Vous êtes d'accord ou pas? Alors, quelques petites précisions en même temps qui pourraient éclaircir un petit peu le débat. Il faut savoir qu'il y a un professionnel. Ah, on vous entend un peu mal, Jean-Jacques. Allô, Jean-Jacques? Oui, allô? Ouais, vas-y, on t'entend mieux, vas-y. Oui, je disais que le nombre de footballeurs professionnels dans le monde est de 47 000. Donc c'est quand même une profession rare, je dirais, et que ces gens-là touchent beaucoup d'argent à des proportions, des fois c'est vrai, très différentes, hein, dans le même effectif. Moi, ne me choque pas beaucoup, parce que quand on parle de 47 000 footballeurs professionnels dans le monde, c'est pas beaucoup. Après, dans la première, seconde division et nationale, effectivement, ce sont souvent des joueurs qui ont eu attrait au centre de formation d'un club pro. Certains ont pu signer pro d'emblée, et d'autres ont dû redescendre de catégorie, je dirais, de niveau pour faire valoir leurs compétences, leurs qualités, et pour certains retrouver un niveau intéressant et donc avec un salaire plus que confortable, et d'autres se retrouver jusqu'en CFA, même DH, et être capable sur un tour de Coupe de France, sur un match de l'emporter. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de grandes différences dans les salaires. Maintenant, je peux comprendre qu'un club veuille avoir un effectif assez conséquent en nombre, et puis il met les moyens, quoi. Le club a son budget pour ça. Donc c'est pas toujours facile à gérer, certainement. Mais je trouve quand même que ces gens-là ont le droit d'avoir. D'abord, c'est pas eux qui réclament les salaires, hein. On leur propose. Et si on leur propose, c'est que le club a les moyens de leur proposer. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut être conscient de tout ça et se dire que le niveau entre le national et la Ligue 1, par exemple, on a l'exemple du match de Coupe de France du CAB Bastia qui joue national contre le FCB qui se sont fait éliminer hier à Ajaccio. Il n'y a rien à dire sur le match, il n'y a rien à dire. Donc voilà, quoi, c'est des éléments à prendre en compte aussi. Ouais, non, mais bien sûr, ça c'est sûr, c'est des choses à prendre en compte. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte. Alors, je vais prendre un peu une autre tournure du débat. Un joueur finit sa carrière à peu près sur les alentours de 35 ans, s'il pousse plus loin, bien sûr, mais s'il arrête avant, hein, c'est variable, j'ai envie de dire. Alors, la reconversion, on sait qu'elle est pas facile pour certains joueurs, il y en a d'autres, il y en a qui se perdent, il y en a qui vendent des piscines, hein. Après, il y en a qui se plaisent aussi à vendre des piscines. Mais après, voilà, faut mettre de l'argent de côté, hein, faut pas se cacher, à 35 ans, après, la vie continue, hein, messieurs, hein, la vie continue, derrière, il y a peut-être des enfants, il y a de la famille aussi, il y a de l'argent qui rentre, certes. Et après, on n'est pas tous consultants à Canal+, sinon il y en aurait beaucoup trop, je pense. Alors, est-ce que Jean-Jacques, justement, cette reconversion est pas
très difficile. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'ils négocient leur contrat très haut et qui font qu'ils assurent leur avenir derrière. Faut pas se le cacher. Oui, alors auparavant, je vous parle de 10, 15 ans, même 20 ans en arrière, les salaires étaient vraiment pas ceux d'aujourd'hui et il est encore plus difficile de se reconvertir. Alors pour les plus connus, les joueurs, les professionnels français les plus réputés, effectivement arrivent à trouver des places à la télévision, par exemple, pour commenter avec des salaires très confortables. Pour d'autres, ils passent leur diplôme d'entraîneur pour embrasser une carrière d'entraîneur. Et puis il y a certainement une troisième, voire une quatrième catégorie où de joueurs en fin de carrière qui ont vraiment des problèmes à se reconvertir. Et effectivement, avec l'argent que touchent les joueurs maintenant, ils doivent avoir moins de soucis à la reconversion quand même. Mais l'argent ne fait pas tout. Quand on arrête sa carrière de footballeur à 35, entre 35 et 40 ans, il n'est pas évident d'enclencher une nouvelle profession ou de rester tout simplement dans le milieu du foot. Hein. C'est quand même les places sont très chères et il n'est pas facile d'y rester. Ouais, alors mes chroniqueurs, on peut réagir. Vas-y Brice, tu voulais réagir? Je voulais réagir justement parce que moi j'avais vu une étude là il y a un an de ça qui disait en gros là actuellement le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 c'est 40 000 euros par mois. Et ce que disaient les économistes, c'est qu'avec un salaire comme ça pendant une dizaine d'années, enfin en ayant une gestion logique et rationnelle de son salaire, on peut quand même faire vivre en fait sa famille sur même plusieurs générations derrière, parce qu'on investit dans des choses comme ça. Donc c'est quand même des choses a priori je pense qu'aussi il faut bien différencier les footballeurs avant 98 de ceux d'après 98 où là il y a eu une arrivée massive d'argent dans le football français et où le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 s'est envolé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a des joueurs de Ligue 1 qui même avec 4-5 saisons Ligue 1 peuvent derrière, s'ils gèrent bien leur argent, peuvent facilement passer leur vie tranquillement sans avoir grand chose à faire derrière. Après, bon, en effet, comme disait Jean-Jacques, là où le plus dur c'est de trouver une activité parce que quand même on était sur une activité professionnelle qui demande d'être présent tous les jours, d'être en forme, etc. C'est un mode de vie, etc. Là, du jour au lendemain, on n'a plus grand-chose à faire et donc il faut s'astreindre soi-même à des obligations. Donc, c'est là où je pense que c'est le plus difficile. Mais au niveau financier, sur quelqu'un qui a fait une carrière assez conséquente en Ligue 1, je pense pas qu'il soit forcément à plaindre derrière s'il a bien réussi à gérer sa fortune. Ouais, non, mais ça faut pas trop se le cacher. Jean-Jacques, tu voulais réagir à ça? Oui, non, mais le problème, il est tout simplement plus sur l'aspect psychologique des choses. Un joueur qui doit arrêter sa carrière, qui n'ira plus tous les jours à l'entraînement et en tant que professionnel, psychologiquement, c'est ça qui est difficile à gérer. C'est de se dire, il faut faire autre chose. Ma carrière de joueur de football est finie. Et là, effectivement, il y a des joueurs qui n'y arrivent pas à se faire entendre, qui n'arrivent pas à progresser dans leurs années suivantes pour soit faire autre chose ou même rester dans le football. Mais on n'est plus dans les mêmes proportions financières, mais même dans l'activité même, comme disait Brice, dans l'activité même, ils sont pas soucieux de l'aspect financier, ils sont plutôt soucieux du fait d'arrêter leur carrière et de ne plus être sous les projecteurs, on va dire. Et là, c'est très compliqué. Beaucoup ont sombré, je dirais même gravement, parce que ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu gérer ça psychologiquement. Ali, vas-y, tu pouvais réagir là-dessus. Non, là c'est là où je revenais sur la fin. Je suis d'accord avec Brice et Jean-Jacques. C'est le fait financier n'est pas le problème aujourd'hui. Même un joueur de CFA, DH ou même en D1 bulgare a assez d'argent. Enfin, la reconversion se prépare très très tôt, je pense. Hein. Pas non plus à 20 ans, mais je pense vers 25, 28 ans. La plupart des joueurs se disent bon, qu'est-ce que je veux faire après? Parce que je vais pas faire non plus 15 ans de carrière par la suite. J'aurai peut-être pas la forme physique. Donc ils préparent ça. Donc le financier c'est pas le problème pour moi. C'est plutôt le souci que par exemple j'ai 15 ans de carrière de footballeur et c'est de décrocher, c'est comme quand on veut arrêter de fumer, je sais que c'est une comparaison un peu différente, mais voilà, si on fume par exemple pendant 15 ans et qu'on arrête du jour au lendemain, c'est compliqué, ça se fait pas automatiquement. Mais après bon, il n'y a pas non plus que des mauvais exemples, la plupart arrivent à rebondir, pas que dans le foot, on n'est pas tous commentateurs, chroniqueurs. Il y en a qui arrivent comme, je sais pas, Ousmane Dabo par exemple, qui est aujourd'hui dans la mode, c'est un peu différent du foot, ou même
pas trop connu, Grigor Hasselhoff qui est dans la F1. Voilà, c'est chacun a ses passions, arrive à rebondir, et puis il y en a qui gagnent assez d'argent et qui décident de devenir entraîneur ou autre, ou même de pas faire une reconversion. C'est le choix. Et en général, le souci financier est pas le problème. Et puis en général, la plupart des footballeurs restent dans le foot pour un moment. Ah, Brice, tu voulais réagir, vas-y. Oui, moi je voulais revenir juste sur ce que vous avez dit, Jean-Jacques, un peu plus tôt. Là, vous disiez que les joueurs, ils demandaient pas tout cet argent, c'était les clubs qui leur offraient. Je suis d'accord avec vous, mais moi en fait là où je pense, c'est quelque chose, c'est une espèce de petite bulle qui a spéculé depuis, pour moi depuis 98 en France en tout cas, et où en plus avec la concurrence des autres championnats comme le championnat anglais ou choses comme ça qui surpayent, c'est après c'est un point de vue, moi je pense qu'ils surpayent les joueurs là-bas, et donc du coup les clubs français pour devoir garder leurs joueurs devaient d'élever la barre des salaires, etc. Mais est-ce que, moi je pense, là dans les quelques années à venir, en plus avec la crise économique, etc., est-ce que c'est pas quelque chose justement, cette hausse des salaires va s'arrêter et voire même ça va baisser? Parce que là on voit que même des clubs de Ligue 1, là je viens de voir ça, par exemple 3, ils jouaient contre Mont-Solémine ou quelque chose comme ça, un club de CFA. Et ce qui est normalement l'usage en Coupe de France, c'est quand une équipe pro vient jouer chez une équipe amateur, il laisse la recette. Et là, apparemment, le président Mazzoni a choisi, lui, de repartir avec les 7 000 € de recettes. Donc 7 000 € sur un budget d'un club professionnel, on se dit que c'est pas grand-chose. Et là, lui, c'est justifié en disant que justement, pour eux, même si un club comme l'Estac aujourd'hui a besoin de ces 7 000 € là, parce que ce qu'il dit, lui, c'est que sa masse salariale est tellement conséquente qu'il peut pas se permettre il est obligé de se faire des petites économies à droite à gauche, il peut pas se permettre de laisser partir comme ça des milliers d'euros. Donc je pense, moi, c'est mon point de vue, que sur les quelques années à venir, avec a priori la baisse des droits d'image et des droits télé, etc., les clubs vont pas avoir le choix, ils vont être amenés à devoir réduire la voilure et à devoir baisser les charges salariales qui représentent quand même des budgets énormes sur un club, surtout sur des clubs de Ligue 1. Donc c'est plus ça, moi en fait je voulais revenir là-dessus. Non, Jean-Jacques, tu peux peut-être réagir. Oui, alors, il y a deux choses aussi qui me paraissaient intéressantes dans la réflexion à ce propos. Le salary cap qui est mis en place aux États-Unis, par exemple, est assez louable dans son fonctionnement. Après, ils s'interdisent pas d'avoir des stars comme Beckham, mais à ce moment-là, c'est un apport d'argent par les sponsors qui vient être proposé, mais tout ça passe par la fédération. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle total des finances et des salaires, et je pense qu'à un moment donné, en France et en Europe, pourquoi pas, on devrait pouvoir y arriver. Après, il y a aussi un contexte qui est assez contradictoire. Les plus grands clubs européens sont aussi ceux qui sont le plus endettés. Et quand on entend Michel Platini qui voudrait vraiment mettre en place cette discipline financière, a du mal quand même à avancer sur le sujet. Après, la DNCG française nous fait voir que depuis 2 ou 3 ans, les clubs en déficit augmentent d'année en année. Donc forcément, il va falloir à un moment donné trouver des solutions pour harmoniser et équilibrer tout ça, parce que on ne peut pas. Je dirais même que c'est le seul milieu, le football, c'est le seul endroit où on laisse des entreprises telles que des clubs de football avec un chiffre dans la dette aussi important, on le laisse continuer comme ça impunément. Oui, avec un déficit énorme, c'est un des seuls secteurs économiques où je ne reconnais pas beaucoup d'autres qui font, même dans les autres sports, les finances sont plus saines. L'exemple du rugby, par exemple, où les clubs de rugby sont quand même bien mieux structurés. Pour le moment, au niveau financier, en tout cas, c'est bien plus structuré et il n'y a pas de déficit comme on peut voir au foot. Tout à fait. Après, moi, je pense que... Oui, allez-y. Non, mais comme les grands ne montrent pas l'exemple, bien évidemment, la déviance se répercute sur les autres clubs moins riches. Et puis, je dirais même que dans le fonctionnement, malheureusement, on le retrouve en amateur. C'est-à-dire des présidents qui ont un petit peu la folie des grandeurs et qui sont capables de donner, même en DH, des salaires assez conséquents, et qui, par manque de résultats à la fin de saison, risquent de mettre tout un club en danger, quoi.
Et là, vraiment, là, il y a une déviance qui devient urgente parce qu'elle fait trop de désastres. Ouais, bien sûr. Oui. Donc, on voit que l'argent quand même peut être très très vite dangereux sur certains clubs, même des petits clubs ou des grands clubs, et il y en a qui en ont besoin, comme tu l'as dit, Brice, c'est bien de le redire. C'est vrai que la Coupe de France, c'est aussi pour partage aussi de cet argent. Alors messieurs, je pense que on a été complet là-dessus, à moins que Ali veut peut-être rajouter un petit mot, ou c'est bon pour toi, ou Brice aussi, je sais pas, non? En fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que voilà, quand les clubs aussi ont les moyens de mettre cet argent-là, c'est que aussi les joueurs le demandent. C'est par exemple quand un joueur reçoit plusieurs offres. Aujourd'hui, en tout cas, moi, d'après ce qu'on voit et que je sais, parce que on écrit, on parle à ces joueurs-là, c'est que le joueur maintenant, s'il y a un choix entre 2-3 clubs de Ligue 1 ou des clubs à l'étranger, il met d'abord l'aspect financier en premier pour choisir son choix. Il y a même un choix qui a choqué énormément de personnes en France, moi un peu moins. Mais bon, je suis quand même déçu, c'est Guillaume Morao qui part en Chine. C'est pas non plus le plus gros joueur français qu'on ait vu, hein. Il n'a pas non plus une énorme carrière, ni au PSG, ni autre. Bon, une bonne carrière, il faut l'avouer quand même. Mais voilà, il part là-bas, il va toucher le double de son salaire. Mais aujourd'hui, je pose la question à n'importe quel joueur qui a la carrière de Guillaume Morao, est-ce qu'il refuse d'aller dans un club s'il touche 2 fois son salaire? Je suis pas sûr. C'est sûr. Vas-y, Jean-Jacques. On pointe du doigt le problème, quoi. Est-ce que l'aspect financier l'emporte pas sur l'aspect sportif, purement? Eh ben, je pense que oui. Aujourd'hui, c'est comme ça, je pense, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il y a certains joueurs. Ouais, ça, c'est une déviance supplémentaire. C'est le résultat un petit peu de ce qui se passe financièrement dans le football, hein. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Qu'est-ce qu'on va pas dire à Waro? On va pas critiquer Waro parce que il a accepté une offre mirobolante en Chine. Oui, voilà, mais c'est Waro, c'est pas non plus le plus gros joueur. Je pense que si je vous dis Christopher Samba, je pense que ça dira quelque chose de certain. C'était la star de Blackburn. Mais la big star de Blackburn, le joueur cadre de l'équipe, intouchable, il est parti à Landi Bakashkala. Bon, au pire, il était à Blackburn. Sauf que ce joueur-là, à ce moment-là, avait des propositions très très sérieuses, et c'est des sources très très sérieuses, par exemple d'Arsenal, qui le voulait absolument. Et le joueur a préféré mettre en avant le côté financier. Pourquoi? Parce que Landi Bakashkala lui proposait un salaire et 2 fois 3 fois son salaire à Blackburn. Alors, moi, je veux juste rappeler aussi l'histoire aussi de Pascal Feindouno, qui part aussi au Qatar. Pourquoi il part au Qatar? Alors, il y a des histoires aussi un peu derrière tout ça, on ne sait pas tout, mais moi, je sais que Pascal Feindouno, ça a été mis un peu en avant de la presse. Pourquoi il est parti au Qatar? Pour gagner énormément d'argent. Pourquoi? Pour le redonner à sa famille. Parce que sa famille qui est en Afrique, et une partie qui était en Afrique, donc il voulait que sa famille vive décemment. Et beaucoup de joueurs africains le font, ça. Pourquoi? Juste pour l'aspect financier, parce qu'ils ont besoin de cet argent pour le redonner à la famille. Mais ça reste. Voilà, ça reste assez compliqué parce que certains joueurs, c'est comme Guillaume Haro, c'est sûr que sa famille est pas en Afrique, on s'en doute sérieusement. C'est vrai qu'après l'aspect financier et l'aspect sportif, des fois, ça va pas ensemble, quoi. Ça c'est clair et net, enfin je pense. Donc voilà. Après, faut faire des choix. Les choix sont faits, les choix sont pas bien faits. Ça restera toujours en avant là-dessus. Justement, on va passer au deuxième débat. Et ce deuxième débat, c'est vendre au mercato au risque d'amoindrir son effectif ou garder ses joueurs pour ne pas mettre son effectif en danger. Alors ça, voilà, ça reste un grand point d'interrogation dans ce mercato hivernal, hein, toujours dangereux de vendre des joueurs ou pas, ou d'en acheter ou pas d'en acheter, de perturber son effectif. Ça serait très très compliqué. Alors Jean-Jacques, déjà première question là-dessus, est-ce que pour toi, il faut vendre au mercato d'hiver ou vraiment, il faut que ça soit très, très calculé? Bon, déjà, moi, je vais t'exprimer dans mon second livre à ce propos. Je suis contre ce mercato d'hiver. Ah ben voilà. Parce que je vois mal. J'avais pris l'exemple d'un Tour de France où un cycliste en plein milieu du Tour de France changerait d'équipe parce qu'il y a eu transfert. Et donc, il aurait défendu les couleurs d'une équipe et quelques mois après, un mois après, se retrouverait à jouer contre son ancien club. Il y a quand même là aussi quelque chose qui me paraît pas normal, quoi. C'est pareil que on permette jusqu'au 31 août en début de saison de faire signer des joueurs. Ça veut dire que le championnat est déjà commencé. Je trouve cette formule pas très convaincante en tous les cas. Dans le système. Maintenant, il y a des clubs qui forcément à la trêve
puisqu'ils en ont autorisation, ont besoin de se renforcer. L'aspect financier se pose d'emblée. Est-ce qu'ils ont les moyens d'eux? Et pour avoir les moyens, souvent, ils sont obligés de vendre un de leurs joueurs et d'essayer de vendre un de leurs joueurs pour récupérer de l'argent, pour pouvoir acheter. Bon, c'est toujours la même histoire, quoi. Il y a l'aspect financier qui très vite rentre en ligne de compte. Et après, est-ce que des clubs ne font pas la grave erreur de prendre le risque de casser un effectif et pour de l'argent, donc, et de se retrouver en difficulté et voir descendre en fin de saison? C'est assez dangereux comme formule, quoi. Alors, vas-y, Ali. Oui, non, mais après, moi, je suis contre. Désolé, Jean-Jacques, mais je suis pas d'accord. Malgré Ne tout sois respect pas que je vous désolé, dois, bien tu as le sûr. droit de pas être d'accord. T'en voudras pas. Non, non, mais entre Marseillais, on va être gentil. Non, mais moi, pour moi, le mercato hivernal, c'est pas non plus, donc on va pas se le mentir, c'est pas non plus le plus gros mercato. Après, il y a des clubs qui font des folies, comme on l'a vu pour Andy Carroll, Torres, etc. Bon, voilà, on en passe. Et un Tolar au Real Madrid, même à une certaine époque. Mais je prends l'exemple d'un autre club, je ne sais pas, par exemple Nancy. Voilà, Nancy, remarque ses comptes, ils n'ont pas le choix de vendre. Donc le mercato hivernal va pouvoir les aider. Certes, ils vont devoir diminuer leur effectif, mais ils sont obligés de vendre et ce mercato hivernal tombe peut-être au bon moment pour eux. Je ne sais pas, je suis un autre club, notre début de saison se passe très bien, on a fait un très bon recrutement, mais on manque d'apport offensif. Et bien ce mercato hivernal va pouvoir les aider à prendre un ou deux joueurs offensifs, etc. Voilà, je pense que on peut ensuite critiquer le mercato hivernal, moi aussi il y a des choses que je n'aime pas, mais il est quand même obligatoire. Après, bien sûr, on peut peut-être proposer d'autres solutions, pas de mercato hivernal, mais le club, je sais pas, a le droit à 2, 3 transferts, je sais pas, hein. C'est des solutions comme ça. Mais pour moi, c'est quand même une obligation. Le club, la plupart des clubs ne sont pas obligés de recruter, mais c'est quand même un mercato qui est important pour la plupart des clubs. Et surtout pour les clubs qui ont de l'argent, bien entendu, hein. Mais c'est quand même quelque chose qui est important et est essentiel pour un club. Au moment où il y a mercato, le club peut se renforcer ou peut vendre, voilà. C'est pour les deux parties, il y a des pour et des contre, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire et qui est essentiel dans le monde du foot. Mais oui. Alors, Jean-Jacques, tu veux peut-être réagir dessus, après Brice, il pourra enchaîner. Non, mais je comprends bien. De toute façon, ce mercato existe et forcément, ça ne peut que rendre service à certains clubs qui ont besoin d'un apport de joueurs plus valeureux pour essayer d'élever leur niveau. Ou d'autres pas. L'exemple de Nancy, là, Nolo est parti à Saint-Etienne, c'est ça? C'est ça. Et apparemment, Jean Fernandez était très content de s'en séparer. Oui. Donc là, ça rend service en plus. Mais après, donc oui, si les clubs ont les moyens d'eux, forcément, certains vont être intéressés de se renforcer, hein, c'est clair. Alors, Brice, une petite réaction là-dessus, puis après on enchaînera justement sur Nancy. Je voulais revenir justement sur Nancy. Alors, vas-y Brice, dis ton avis. Moi, je sais pas trop si je suis pour, si je suis contre. Je pense surtout que ça s'adresse à des clubs bien spécifiques. Là, c'est par exemple l'exemple de Nancy qui, a priori, devrait descendre là à la fin de saison. Donc, c'est un peu le dernier coup de poker à tenter pour essayer de récupérer le joueur qui pourrait leur permettre de remonter au classement et d'éviter une relégation. Sinon, ça peut aussi correspondre à des clubs où il y a eu un changement de staff, par exemple à Chelsea, où c'est assez régulier. Justement, eux sont quand même les gros animateurs en général des mercatos d'hiver. Là, cette année, ils ont récupéré Dembaba, des gros joueurs quand même. Donc je pense que c'est des petits ajustements à faire sur les équipes où soit le staff, l'encadrement a été changé, ou alors soit ça va pas bien et de toute façon faut faire quelque chose. Mais on voit bien là sur les équipes du haut de tableau en Ligue 1 par exemple, a priori ça devrait pas beaucoup bouger. Il ne devrait pas y avoir de mouvements majeurs et très importants qui devraient remettre en question la dynamique que le collectif s'est créé. Donc je ne pense pas qu'il y aura ce soit d'un grand intérêt pour ces clubs-là. Après, sur des années comme l'année dernière et cette année aussi, il y a la CAN. Donc là, je pense que si, moi je vois, nous à Rennes, là, on a dû récupérer John Mensah parce que John Boy, le défenseur central, partait avec le Ghana à la CAN, ou même P3 aussi qui est parti à la CAN. Du coup, il nous manque quelques joueurs, donc en effet, un mercato d'hiver, ça peut être intéressant dans ces cas-là. Et après, pour terminer, moi je dirais le dernier type de transfert qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est
entre guillemets un projet sur le plus long terme, c'est-à-dire acheter un joueur qui vient par exemple de l'étranger et le temps qu'il s'acclimate à notre championnat, qu'il se fasse aux tactiques, etc., même à la langue, au mode de vie dans le pays, ça peut lui permettre d'avoir 6 mois où on va pas forcément scruter directement ses performances et ses prestations, et on va attendre un peu donc qu'il fasse cette demi-saison pour s'acclimater, etc. Et par contre, au début de la saison d'après, là, ça va être devenir un joueur régulier, un joueur titulaire, etc. À moins que ce soit un gros Lampard qui arrive, je ne sais où, en Ligue 1, pourquoi pas non plus. On peut imaginer un peu tout. Après, donc voilà, on a vu un peu vos réactions sur le mercato d'hiver. Moi, j'ai envie de réagir là-dessus. Juste sur 2-3 points, on peut aussi scruter, parce que moi j'ai pris 2-3 points aussi au niveau des clubs de Ligue 1 qui m'ont un peu plus choqué, justement pour ce mercato d'hiver. On voit qu'à Lille, bon, il y a eu le départ de Landreau, on le sait tous, avec ce qui s'est passé un peu comme ça du jour au lendemain, qui est parti avec des problèmes en interne. Debuchy qui est parti, et peut-être Kalou qui serait en partance, alors ça c'est ce qu'on dit dans tous les médias, ça pour l'instant, on ne sait pas s'il va partir ou pas au caisse, en tout cas c'est une grosse déception du côté, en tout cas lillois. Donc est-ce que Lille a vraiment une grosse partie à faire dans ce mercato d'hiver, puisqu'il va falloir qu'il réagisse assez rapidement. Pour toi Jean-Jacques, Lille peut être en danger s'il réagisse pas assez vite sur Lille. Bon, s'ils fonctionnent de la sorte, c'est d'abord qu'ils ont besoin vraiment de nouveaux joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents, par exemple, de Kalou, mais s'ils ont laissé partir Landreau, c'est qu'il y avait aussi un souci avec lui. Effectivement, il va falloir qu'ils perdent pas de temps à recruter, parce que si les ambitions de Lille sont toujours de finir dans les 5 premiers, il va falloir qu'ils réagissent très vite. Mais je suis pas soucieux, en tous les cas, pour Lille et de son entraîneur Garcia et du club, parce que ça me semble être, même si cette saison ils ont plus de peine, ça me semble être quand même depuis ces 3-4 dernières années un club qui fonctionne vraiment de façon cohérente, quand même, malgré tout. Après, sur les choix, on ne peut pas être sûr à 100% des recrues, et là je crois qu'il y a quelques petits problèmes justement et qui veulent changer la donne. Pour toi, ça va être un gros danger quand même. Ah oui, c'est un petit peu qui tout double, mais ils ont quand même une certaine sérénité dans le jeu depuis plusieurs années qui, à mon sens, devrait leur permettre de relever le bout du nez. Mais il faut qu'ils se dépêchent quand même à recruter parce que ça va vite, quoi. Alors, vas-y Brice, tu voulais réagir assez rapidement sur un petit truc. Je voulais faire un truc la parole, excuse-moi. Par rapport à ce que tu disais, Chris, là, juste avant, c'était l'exemple, par exemple, des gros transferts comme Beckham ou alors Lampard, comme ça, au mercato d'hiver. Moi, c'est aussi le problème que je reproche un peu à ce mercato-là, c'est que ça a été entre autres favorisé par l'arrêt Bosman, où aujourd'hui, là, il va y avoir, par exemple, en juin 2013, beaucoup de contrats qui vont se finir. Et donc les clubs, par exemple, savent que le joueur ne veut pas remplir, ne veut pas signer dans le club, donc du coup, faut le vendre au plus vite. Et en général, quoi de mieux que le mercato d'hiver, parce qu'il a fait une demi-saison avec le club, et puis derrière, on peut le revendre et en tirer encore quelques millions, alors que 6 mois après, il partira gratuit, etc. Donc c'est un peu aussi ça se mord la queue, le serpent qui se mord la queue, parce que c'est-à-dire que l'arrêt Bosman a fait que, créer encore plus de transferts, plus de mouvements, etc., donc plus d'argent encore qui traîne comme ça, qui transite entre les clubs, et a même créé, justement, cette période de mercato hivernal qui, auparavant, n'existait pas, et concrètement, sert, mais pas non plus énormément, sert à une minorité de clubs. Ok, Ali, ton avis sur Brice ou sur Lille, comme tu as envie de réagir à ce que tu voulais réagir. Je reviens juste rapidement sur ce qu'a dit Brice. Il faut aussi prendre en compte, et là c'est bon, après ça dépend des clubs jouent le jeu, des clubs jouent moins, après ça dépend du club bien entendu, c'est qu'en général on se pose toujours la question, par exemple je fais signer un joueur jusqu'en 2015, et que ce joueur-là, on arrive, par exemple en hiver 2014, il est fidèle au club bien entendu, il ne veut pas ensuite prolonger, ce qui est son choix, mais il a respecté son contrat pour l'instant, et à ce moment-là le club a toujours la même idée en tête de vouloir le vendre. Donc en général, bien sûr, des fois ça se passe pas, et donc des clubs se retrouvent dans une difficulté d'essayer de le reprolonger, de le vendre obligatoirement dans des clubs ou des propositions de dernière minute. Alors que par exemple, le joueur,
Et j'ai envie de dire qu'il respecte son contrat, hein. Il va jusqu'en juin 2015 et il est libre. Et là, Il ensuite, joue un fait, peu le jeu, hein. Il voilà. dit un peu le club, hein. C'est un Oui, peu bien un jeu entendu. Alors, entre ensuite, le il fait, club. bon, ben, écoute, si vous voulez me prolonger encore d'un an, on va augmenter mon salaire, bien entendu, etc. Oui, c'est tous Et les voilà. détails du foot, hein, oui. Mais en général, il y a des joueurs, la plupart, jouent le jeu. Il faut quand même que ça reste aussi, qu'on explique ça. Et la plupart des joueurs jouent le jeu et respectent leur contrat. Après, je voulais aussi revenir, c'est qu'on n'y pense pas trop, on parle beaucoup des clubs, mais il faut aussi revenir sur les joueurs. Un joueur qui est dans le club depuis 2-3 ans, ou même depuis 6 mois, et qui n'a pas du tout joué, mais absolument pas, ou alors très très peu, il a envie de jouer, c'est un compétiteur, comme tout le monde. Et bien ce mercato-là aussi peut lui permettre d'être prêté comme Rasputin à Brest, parce qu'il a très très peu joué. Bon, après ça peut se comprendre, si on se fait remplacer par un joueur amateur, ça fait un peu mal. Mais voilà, il y a des joueurs qui ont envie de jouer, ou alors qui se s'entendent plus avec leur entraîneur, donc ils savent qu'ils vont pas jouer en juin, donc ils veulent ou être transférés ou être prêtés, voilà. C'est Alors, aussi ça, le mercato hivernal. j'aimerais avoir ton avis justement sur Lille, Ali. Ce que je disais sur Lille, Oui. qui est un peu en danger, hein. Debuchy qui est parti, Landreau et peut-être Kalou. Qu'est-ce que tu penses de ce, faut qu'il réagisse assez rapidement, Lille, sur ce mercato d'hiver. Comme le dit Jean-Jacques, c'est un gros danger. Ah mais c'est clair, mais pour moi déjà Debuchy devait partir au mercato d'été, hein. Donc le joueur avait envie de partir au mercato d'été, c'est ce qu'il a dit pendant une interview là, je sais plus c'était à quel média, bon, on va peut-être pas les citer non plus. Il a dit que pendant un mois il avait plus la tête à Lille, hein. Il le dit, il l'avoue, hein. Mais Lille, voilà, c'est un club qui commence à perdre dans l'ampleur, à perdre du standing, hein, j'ai envie de dire. Parce que Kalou, c'est un mauvais choix, d'autres joueurs, c'est un mauvais choix, puis ils ont des gros salaires. Bon, c'est vrai que c'est difficile de remplacer un joueur comme Hazard, c'est normal, ça, on l'avait tous anticipé. Mais quand je te dis que les meilleurs joueurs de Lille en ce moment sont Lucas Digne et Ryan Mendes, Ah ben oui, bien sûr. Et puis on n'oublie pas aussi que aussi on oublie de parler de Gervinho aussi, du départ de Gervinho qui a fait très très mal, hein. On en parle très peu, mais Hazard a fait un gros mal, mais Gervinho aussi a fait un énorme mal aussi à Lille, hein. Derrière, il fallait se relever aussi un peu de ça parce que Gervinho un peu c'était le buteur aussi de Lille qui mettait l'entrain avec Lille, avec Hazard sur l'autre côté, hein. C'était les deux phares, hein. Faut pas l'oublier. et qui a failli être un des meilleurs buteurs du championnat, et qui est un très très grand buteur, faut l'avouer, c'était quand même un mec qui est très efficace, c'est Moussasso, il était aussi à Lille. Et oui, tout à fait. Ah, il y a Johan Cabaye aussi est parti, enfin, ça fait beaucoup quand même. C'est beau, voilà, il y a beaucoup de départs. Alors ce mercato d'hiver, oui, c'est sûr, va être décisif pour Lille. Vas-y, Brice. Moi, c'est plus revenir sur en gros la colonne vertébrale qui a fait le doublé en 2011. Il y a plus aucun joueur. Landreau est parti, Rami est parti, Cabaye, Balmont aujourd'hui joue plus à son niveau d'avant. Le trio de devant, Hazard, Gervinho, So, il n'y a plus personne. Debuchy est parti. Enfin, c'est une nouvelle équipe. C'est plus l'équipe qui avait dominé le championnat. Donc c'est sûr qu'il va falloir reconstruire tout ça. Donc ça va prendre du temps, je pense. Ali, pour conclure sur Lille, et après on enchaînera sur un autre club. C'est sûr que chaque club a toujours une période un peu de reconstruction. Bon, voilà, on l'a anticipé pour Lille. Sauf que il y a quand même des clubs, ça se passe plus ou moins bien. L'Olympique Lyonnais, ça se passe très très bien avec leurs jeunes. Mais enfin, moi, quand je vois des rumeurs, ça reste des rumeurs bien entendu. Mais quand tu vois que le club s'intéresse à des joueurs comme Djibril Cissé, je n'ai absolument rien contre lui. J'adore ce joueur, je suis vraiment un fan de lui. Mais c'est pas le meilleur choix pour Lille. Et quand je te dis qu'ils sont en train même de demander des joueurs en prêt, alors qu'il y a quand même de l'argent qui rentre. On est d'accord. Ah, mais l'argent, je pense qu'il est parti aussi dans le nouveau stade. Faut pas l'oublier, ça. Il y a eu de l'argent qui est dû partir. Le club est en vente aussi. Et le club est en vente. Donc il y a un aspect financier qui est baissé. Sur ça, moi je peux pas vous mettre de la lumière là-dessus, mais à mon avis, c'est sûr, il faudra creuser. De toute façon, ça sortira bien un jour. Mais l'argent d'Hazard est passé où? Ça, c'est la grande question. À mon avis, dans les salaires. C'est d'où le président arrête aussi là. Donc peut-être qu'il veut rendre une copie propre et voilà, peut-être de façon à être dans les tracas, comme tu dis, Jean-Jacques. Bah oui, il y a certainement plein de choses tenants et aboutissants qu'on ne maîtrise pas totalement, mais on peut se douter si le président lâche le navire, si le club est en vente, enfin bon, il y a beaucoup de paramètres quand même et puis j'ai cru entendre ou je crois savoir que Rudy Garcia doit partir aussi à la fin de saison. Donc je crois que beaucoup de choses vont changer à Lille, oui. Je pense que c'est la fin d'un cycle aussi à Lille. Comment, vas-y Brice, on t'a pas compris. Je pense que c'est la fin d'un cycle aussi à Lille. Oui, c'est ça. Les joueurs sont peut-être cette fin d'un cycle, moi je vais rebondir juste là-dessus, cette fin d'un cycle aussi, ils l'ont un peu provoqué aussi en perdant un peu leurs joueurs, peut-être Hazard, c'était peut-être un peu dur de le retenir, mais après, et derrière, ça, pour moi, était mal géré. Pour regarder Lyon, ce qu'a fait Lyon,
derrière avec des départs, ils ont tout de suite géré. Ouais, mais... Ils ont eu un très bon recrutement derrière, donc aussi au niveau du recrutement. Lyon, à la différence de beaucoup de clubs en France, ils peuvent se reposer sur un centre de formation qui est un des meilleurs au monde. Donc là, quand même, là, ils ont plus d'argent, ils recrutent plus beaucoup, et ils arrivent quand même à sortir des joueurs qui a priori seront des joueurs de grande classe dans le futur. Enfin, Grenier, Benzia, etc. C'est beau. Enfin, ça joue bien. Le match qu'ils ont fait à Prague avec quasiment que des jeunes du centre de formation, ça joue bien. C'est déjà fluide. Il y a déjà un bon niveau. Donc je pense que Lyon il a moins de soucis à se faire. Et puis même c'est bâti depuis longtemps, Lyon maintenant, depuis les années 80. Voilà, ça a récupéré ça. C'est une machine qui est en place, structurée, bien rodée. Enfin, je me fais, clairement, Lyon, il y a beaucoup moins de soucis à se faire qu'à Lille. C'est pas la même chose. Lyon est une référence en la matière, comme tu le disais. Ça fait maintenant longtemps qu'ils savent, ils ont su investir sur des grands joueurs, ils ont su aussi tirer le frein à main et s'appuyer sur l'ensemble de formation. Et puis on voit que la compétence est toujours là et ça devient vraiment, Lyon est vraiment un exemple en la matière. Alors, voilà, très bien. Vas-y, Brice, juste pour conclure, parce qu'après, il faut vite que j'enchaîne sur un autre club que je voulais... Non, Lyon, le petit bémol, moi, que j'allais mettre à Lyon, c'était juste l'histoire de stade. Qui est actuellement en construction. Mais bon, ça reste un voilà, Donc, pour finir sur ce mercato d'hiver, donc vendre ou pas vendre, telle est la grande question. Moi, j'ai envie de revenir aussi sur ce club emblématique que vous connaissez très bien, Jean-Jacques Denis, que Ali aussi adore, Marseille qui va vendre, qui va en prêt Raspantino vers Brest, et peut-être Rémi qui fait en partance. Info qui tombe dans l'instant, d'après mon foot mercato, qui n'est pas la plus grande des sources, bien entendu, dit que Loïc Rémy à Newcastle c'est fait. Bon, après, on attend de voir. Voilà, donc très bien. Écoutez, on est lundi 7 janvier. Bon, l'émission sera que mardi. Ça sera peut-être plus d'infos, ça sera peut-être déjà signé. Ça, on sait jamais. Ça va tellement vite dans le mercato. Donc voilà, comme je dis, Rémi qui peut peut-être partir, machin. Il y a plein de choses qui se passent. En tout cas, 2 joueurs qui partiraient. Alors justement, Jean-Jacques, est-ce que tu penses pas que c'est un grand danger pour Marseille, en sachant que son banc est enfin, c'est pas un très grand banc, c'est des joueurs très jeunes qui ont très peu découvert la Ligue 1, ont quelques matchs dans les jambes. Alors, est-ce que c'est une solution de vendre à Marseille? Il faut vraiment garder son effectif et limite pas acheter tout de suite et rester comme ça. En tant que supporter, je suis déjà très déçu. Qu'on puisse penser, ne serait-ce que penser de vendre Rémi, parce que il fait partie quand même des grands attaquants français. Qu'il soit à Marseille est une très bonne chose, et qu'il parte maintenant me ferait croire ou penser que l'aspect financier, encore une fois, est plus important que le résultat sportif. Et je ne pense pas que là-dessus, Madame la Présidente, qui ne doit pas décider toute seule, mais en tous les cas qui s'est exprimé sur le sujet, est vraiment mis l'aspect sportif en avant, quoi, parce que autrement, moi je suis déçu en tant que supporter et inquiet aussi pour le résultat final de ce championnat, parce que Rémi, Marseille en a besoin. Voilà. Ok, alors messieurs, vite fait un petit mot, Ali, toi, parce que tu es en train de marmonner, là, je t'entends, là, tu as envie de réagir. Vas-y, un petit mot sur Marseille, on conclut là-dessus, messieurs, parce qu'on est chaud dans le temps. Mais allez-y, Ali. Ouais, je réagis rapidement. Non, je suis moyennement d'accord sur le fait qu'on est tous inquiets que Loïc Rémy. Bon, c'est vrai que si Loïc Rémy part, bien sûr, je vais être déçu et inquiet, parce que on peut pas se permettre de vendre des joueurs, surtout que le banc est très limité. Bon, après, qu'on prête Raspantino ou même Caboret, ça me gêne pas énormément, mais voilà, Loïc Rémy, c'est un joueur important, c'est un joueur de l'équipe, même si André-Pierre Gignac revient au niveau, voilà, c'est quand même un joueur très important, international français, on va pas l'oublier. Mais aussi, ce qu'il faut quand même remettre en avant rapidement, c'est que je pense que personne n'aurait mis une pièce sur l'OM qui serait premier ex-aequo avec Lyon et le PSG en début de saison, hein. On s'attendait pas à une telle place. Donc on peut pas non plus trop venir critiquer dessus. Et puis je pense que là, enfin, c'est ce que je remarque en ce moment, que les personnes du staff et dirigeants du club commencent à prendre vraiment au sérieux et à commencer à bien diriger. Parce que recruter un gardien qui est un très bon gardien, puis bon voilà, essayer de recruter d'autres joueurs, etc. Bon. Voilà, on montre que le club commence à essayer d'être structuré, que les finances commencent à être saines, mais pas totalement. Donc s'il faut prendre 1 ou 2 joueurs et que le club n'a pas le choix, malheureusement, on va devoir faire avec. Mais pour l'instant, le club est bien parti, et puis le top 3 va être très difficile, mais bon, on peut quand même bien y espérer. Et puis pour une saison de transition, c'est pas si mal. C'est pas faux, Brice.
réaction justement sur Marseille. Sur Marseille, ouais, comme disait Jean-Jacques, en effet, hein, ça me paraît clair désormais. De toute façon, les intérêts financiers ont prime sur les enjeux sportifs, parce que je me rappelle que quand ils font le titre en 2010, Dacier dit que ça leur a coûté plus cher d'avoir le titre en prime, etc., que de finir deuxième. Donc c'est là où on peut se demander, là on sait qu'ils sont à la lutte pour le titre, est-ce que même pour eux financièrement, pour le club derrière, ce serait pas plus intéressant de finir deuxième ou troisième, de s'assurer une petite place en Ligue des Champions toujours rémunératrice et voilà, et s'éviter les grosses primes de titres et de coupes, etc. Parce que moi je pense qu'il a plombé aujourd'hui les finances du club, c'est cette époque-là, c'est l'époque où ils ont acheté des Lucho, des Diarra, des tas de joueurs comme ça qui étaient surcotés et qui avaient des salaires astronomiques comparés aux recettes du club. Donc là justement on revient un peu au premier débat, hein, je pense c'est ça que par exemple Lyon arrive à faire très bien, et que la différence avec Marseille, c'est que Lyon là doit réduire la voilure, mais Lyon avait su investir sur le long terme avec un gros centre de formation, alors qu'à Marseille, moi je sais plus, c'était l'année dernière, je crois, l'équipe réserve était descendue en DH ou quelque chose comme ça. Donc Marseille, eux, c'était investir sur l'instantané, sur le moment présent, et pas forcément de grande vision sur le long terme. Parce que là, je suis un peu plus rassuré de voir que justement il y a un peu plus de pragmatisme et d'investir sur des projets plus longs et avoir un club plus sain, je pense, pour les quelques années à venir. En tout cas, on l'espère. Jean-Jacques, une petite réaction dernière sur Marseille. Alors, Marseille, on le voit bien, ce mercato d'hiver a peut-être été un peu mouvementé pour eux. Personnellement, tu penses qu'il va leur falloir quoi si Rémi part? Il va falloir un autre joueur derrière. S'ils le vendent 10 millions, il va falloir investir tout de suite. Bah écoutez, je sais pas du tout quelles sont leurs intentions, mais j'espère que la gagne à Marseille est toujours aussi forte telle que je l'ai connue à l'époque. Et c'est vrai que pour faire pas une comparaison, mais pour prendre l'exemple de Lyon, il est dommage que depuis toutes ces années, un réservoir tel qu'il y a à Marseille, qui, à mon sens, après Paris ou avec Paris, est le plus gros réservoir de footballeurs que puisse avoir une ville. C'est dommage que le centre de formation ne soit pas là pour nourrir cette équipe première. Après, ça fait des années qu'on en parle et les choses n'ont pas l'air... C'est vrai que quand on sait que l'équipe réserve de l'OM se retrouve en division d'honneur, on peut se poser des questions, quand même. Et... Après, j'espère qu'ils ont vraiment bien pesé le pour et le contre sur ce mercato en vendant Rémi, et ils ont certainement des vues sur d'autres joueurs, mais il va falloir là aussi faire vite, quoi. C'est vrai. Il y a Fouad Kadir aussi qui arrive quand même. Il y a Fouad Kadir qui est là, ouais. Il va apporter ça, c'est sûr. Il va mettre, à mon avis, Amalfitano sur le banc. On verra ce qui va se passer, hein, à mon avis. Hein. Peut-être pas, Ali, non? C'est pas d'accord? Non, je sais pas, mais en tout cas, un joueur comme Fouad Kadir, qui est si vous avez un peu suivi, c'est quand même un des meilleurs joueurs, de Valenciennes et de ce début de saison, donc, il peut quoi-apporter, donc de toute façon, celui qui sera en concurrence avec lui va devoir lutter, hein. Ah, non, mais ça, c'est sûr. Puis, surtout sur le début de saison de Loïc Rémy, 10 millions d'euros, je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, pour des attaquants qui cadrent le moins en Ligue 1, etc., c'est pas, je pense que c'est l'occasion, même si Harry Redknapp vient vers lui, pour qu'il passe Rangers, c'est qu'il avait peut-être le niveau pour remonter l'équipe. Donc l'équipe de Lanterne Rouge, Newcastle, c'est peut-être pas si mal. Hein. Est-ce qu'il a vraiment encore la confiance de l'entraîneur? Est-ce qu'il est vraiment en confiance? Est-ce qu'il est bien dans ses pompes? À mon avis, il est vraiment à côté de ses pompes. Et connaissant Loïc Rémy et étant un fan de Lens, je l'ai vu ce qu'il a fait à Lens, j'ai vu ce qu'il est capable de faire. Personnellement, je l'ai pas vu à l'entraînement, j'étais pas derrière lui, ça c'est sûr. Mais du peu que j'ai vu, je tiens à vous dire que ça, c'est un joueur qui va devenir grand, mais il faut juste qu'il soit bien encadré. Est-ce que vraiment il a été bien encadré dernièrement? Ça c'est la grande question. Est-ce qu'il était vraiment, voilà, ça c'est... Jean-Jacques, un joueur pas en confiance, c'est dur après derrière sur le terrain. Bah écoutez, peut-être que la percée qu'il a fait l'année dernière a été un petit peu trop violente pour lui, je sais pas. Je pensais qu'il avait les armes pour rebondir tout de suite après ses blessures. Après, comment ça se passe avec Elie Bob, comment ça se passe à Marseille, peut-être que le joueur aussi avait l'intention de partir depuis pas mal de temps et que maintenant les choses se concrétisent et que tout ça rajouté bout à bout fait qu'il n'était pas très confiant sur le terrain, ça c'est sûr. C'est vrai.
Allez, messieurs, très bien, sur ce débat, sur ce deuxième débat, on a été assez complet. Merci, on va enchaîner bien sûr, mais merci en tout cas de cet investissement dans ce deuxième débat. On a été, je pense, complet. Après, on n'a pas fait tous les clubs de Ligue 1, sinon il serait jusqu'à 23h du soir. Allez, on va passer tout de suite à l'interview décalée de Jean-Jacques Eddy. Interview décalée. Comment t'as dit? Mais non, c'est interview décalée. Allez, Jean-Jacques Eddy, pour cette interview décalée, c'est simple, hein, t'as pas de joker, hein, dans l'émission t'as pas de joker, il y en a beaucoup qui sont passés par là, ils ont hésité hein, pendant très longtemps, et Monsieur Payan aussi est passé par là. Donc voilà, allez c'est parti, je te pose des questions, tu réponds tout simplement. Allez, tu es plutôt Nantes ou Marseille? Ah là c'est un grand choix, hein. Je suis plutôt Nantes. La formation. Mais on m'a tout appris là-bas. Je suis un petit canari et j'ai été nourri au grain là-bas, donc je n'oublie pas mon passé. Et quand même supporter de Marseille, de toute façon dans tous les cas. À fond, et je suis pas le seul, j'ai 5 fils à la maison et je peux vous dire que les couleurs blanches et bleues sont portées au plus haut point. Allez, un choix entre votre meilleur poste, enfin, le poste que vous préférez, c'était plutôt défenseur ou milieu? Ah, milieu. Non, milieu. Voilà. Vous avez joué des fois défenseur. Par la force des choses. Ça a commencé un jour contre Marseille. Mon premier match où j'ai joué latéral, c'est contre Marseille avec Nantes. C'est Miroslav Blažević qui m'a demandé si ça me gênait de jouer à ce poste-là. Je lui ai répondu que j'étais au service de l'équipe et qu'il pouvait compter sur moi. Mais je suis avant tout un milieu de terrain. J'étais avant tout un milieu de terrain. Non, ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Un joueur qui va dans le sens de l'équipe. Ça, c'est assez rare en ce moment. Ça a toujours été important parce que, et puis bon, la polyvalence dans un groupe pour un entraîneur, c'est important qu'il puisse compter sur des joueurs qui puissent jouer à plusieurs postes. C'est vrai. Alors, Jean-Jacques, vous êtes joueur, hein, vous êtes passé au Portugal, en France, en Angleterre, en Suisse. Quel est le championnat que vous retiendrez au fond de vous-même, soit le Portugal, la France, l'Angleterre ou la Suisse? Moi, c'est le championnat français. Hein. Je suis à l'inverse de beaucoup complètement fanat du football français, même si je l'ai critiqué à des moments. C'est quand même le championnat de France. Moi, j'ai eu la chance de connaître une époque dans les années 80-90 où j'ai pu évoluer avec des joueurs quand même comme Boruchaga, José Touré au tout début de la carrière, qui étaient des joueurs absolument merveilleux. Et le championnat français, et si on entend bien les étrangers qui viennent y jouer, le trouve très difficile. Non, moi j'ai toujours aimé le championnat français. Ok. Alors, très bien. Et quel est le club qui vous ferait envie d'entraîner, donc soit en Ligue 1, soit, je sais pas, le club, enfin n'importe lequel dans le monde, qui vous donnerait envie, vous donnerait cette flamme que vous rêvez d'avoir d'entraîner ce club? Écoutez, je l'ai toujours dit, je vais le répéter, c'est en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille de regagner la Champions League. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ça serait pas un petit objectif, hein. Mais c'est un rêve qui m'a toujours traversé l'esprit et je n'ai aucune honte à le dire parce que c'est pas interdit de rêver d'abord. Et puis Marseille étant quand même le club où j'ai vécu mes plus grandes heures de gloire, ça serait aussi une belle histoire. Voilà. Ok. Quel est donc on sait tous que vous avez joué cette finale de 1993 pour cette Ligue des Champions avec la tête de Basile Boli. Je pense que nous tous en tout cas on s'en souvient, nous chroniqueurs ensemble. Moi personnellement, c'est un souvenir qui me restera ancré dans ma tête, ça c'est clair et net. Même si je suis pas supporter marseillais en tout cas, mais j'étais supporter des clubs français. Quel est le plus grand joueur de cette finale 1993 enfin? Quel est l'homme du match de ce match-là? Enfin, c'est plutôt du côté de Marseille ou plutôt du côté de Milan? Pour toi, Jean-Jacques, lequel qui t'a le plus impressionné pour cette finale en fait? Pour moi, l'homme du match, c'est Fabien Barthez sur ce match-là. Parce que le début de match, c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous permet à la fin de pouvoir l'emporter. Si Fabien n'avait pas fait ses arrêts décisifs en début de match, je pense qu'on aurait été malmené au score et que ça aurait été compliqué. Après,
si on voit l'effectif qu'il y avait en face, les Richcard, les Papin, les Van Basten, il y avait une équipe mythique en face. Mais sur ce match-là, proprement dit, Fabien Barthez, pour moi, a été l'homme du match pour nous. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, il a fait un très très grand match. Enfin, il n'y a pas que lui, il y avait aussi Jean-Jacques Dely qui a fait un très très grand match sur ce match-là. Allez, j'étais pas complètement satisfait. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon. On n'est jamais satisfait de soi, même je pense des fois. Allez, le joueur qui vous a le plus impressionné dans votre carrière de joueur ou d'entraîneur aussi, pourquoi pas? Contre qui j'ai joué ou non, n'importe. Enfin, qui vous avez joué en tout cas d'un côté aussi peut-être aussi. Alors je vais avec qui j'ai joué, c'est Abedi Pelé, ça c'est indéniable parce que joueur exceptionnel et puis le joueur qui m'a toujours fait rêver en tant que joueur de football mais aussi en tant que personnage, c'est Diego Maradona. Ah oui, c'est des choses qui ne s'oublie pas. Quand on voyait Diego à la télé le dimanche, quand il jouait en Italie, à Naples, là, c'était incroyable. Et puis quand on a joué avec Abedi Pelé, même si c'était que 10 mois, un joueur exceptionnel, 3 fois Ballon d'Or, un gars exceptionnel aussi, quoi. Vous vous en rappelez comme si c'était un peu comme si c'était hier. En tout cas, Abedi Pelé, ça doit être excellent à l'entraînement. Les petits ponts et tout le reste, ça doit être. Ah oui, non mais c'est Abedi, c'était la vraie pépite. C'était exceptionnel. Et celui-là, alors vice-versa, bien sûr, celui-là qui vous a le moins impressionné, même qui vous a déçu, enfin qui vous a pas du tout impressionné, que vous avez été un peu fade sous la langue, j'ai envie de dire. Mais sur le match de la finale ou en général? Ou en général, bien sûr, en général. Je parle en général maintenant. Moi, je suis le défenseur de tous les joueurs, donc pour moi, il y a des très bons, mais il n'y a pas de très mauvais. Je sais ce qu'il faut faire pour en arriver là. Je sais que c'est un métier très très dur et que quand on arrive à un certain niveau, j'ai vraiment pas de joueur à cibler en disant celui-ci je l'ai jamais aimé. Non, j'ai toujours soutenu le collectif des joueurs pro, donc il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, très bien. Comme ça, au moins, on le sait. On voit que c'est un bon discours et ce discours-là, à mon avis, doit être dit aussi dans les vestiaires aussi actuellement. Oui, au début, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. On est tous sur le même fil, dans le même effectif et on sait très bien que les porteurs d'eau, comme j'ai été moi, ou qu'on ne voit pas souvent dans les images ou dans les actions, sont souvent ceux qui on ne parle pas d'eux, mais c'est souvent ceux qui sont importants pour qu'on aboutisse à un résultat. Donc, pour moi, tout le monde est sur la même distance, quoi. C'est vrai que ça apporte. Ali, tu avais une question pour cette interview décalée. Vas-y, tu peux la poser, vas-y. Je te laisse la parole. On va dire 2 petites questions. Une question, parce que à l'époque, quand je jouais à l'Olympique de Marseille, même si je l'avoue, j'étais pas encore né, c'était pas très très loin. Malheureusement pour moi, j'ai pas trop connu cette époque-là de 93. Bon, c'est pas grave, j'ai les vidéos, ça sert à ça les cassettes. Mais vous avez joué avec beaucoup de joueurs, enfin, Fabien Barthez, etc., Didier Pelé, je sais pas combien d'autres joueurs maintenant, assez grands joueurs. Et est-ce que avec la plupart de ces joueurs-là, vous avez encore gardé contact, comme par exemple, je sais pas, Didier Deschamps, d'autres joueurs? Alors, proprement dit, j'ai Eric Dimeco pas régulièrement, mais presque au téléphone. J'ai eu pendant 2-3 fois. En fait, j'ai toujours fait moi le premier pas pour rester en contact avec certains. Donc dans le désordre, un petit peu Basile Boli, beaucoup Eric Dimeco. J'ai parlé avec Abedi Pelé il y a pas longtemps. J'ai eu Casoni, j'ai eu Amoros il y a quelques temps. Il y a plus longtemps que ça, j'ai eu Fabien Barthez. En fait, je suis pas en contact avec eux, mais c'est des gens quand je cherche à les joindre qui, pour la plupart, me répondent, quoi. On voit qu'il y a un peu une sorte d'alliance un peu entre vous, quoi, en tout cas ça reste uni quand même ces champions de 1993. Pas comme je l'aurais espéré. D'accord. Pas comme je l'aurais espéré parce que quand on a passé un aussi bon moment, une si belle année, quand on a été champion de France, champion d'Europe, il y a eu des sentiments partagés très très profonds et je vous cache pas que quand j'ai eu besoin d'eux, je les ai pas vus.
Je les ai pas entendus. Bon, je peux comprendre aussi. Hein. Je veux pas reparler des mauvais moments que j'ai vécu après toute cette belle aventure, mais il y a eu un moment où j'aurais bien voulu qu'ils soient là, plus proches de moi. Mais bon, je peux les comprendre, je leur prends pas le grief. Je peux bien sûr. comprendre qu'ils aient eu cette réaction, quoi. Ali, ta deuxième Oui. question. Et la dernière question, vu qu'on est un peu en journée Ballon d'Or, un petit pronostic sur Ballon d'Or? Ah ben moi, il y a pas de discussion. Hein. J'espère qu'ils vont pas nous dire que il faut récompenser quelqu'un d'autre, mais il y en a qu'un, c'est Lionel Messi, ou alors je sais pas. Je sais. Non, Ouais. pour moi, il y a que Messi. Voilà. Je vois pas comment on pourrait pas nous donner une quatrième. Quoi. Bah pour moi, juste pour réagir sur 30 secondes sur ça, c'est juste que je trouve que maintenant on juge trop sur, enfin, que maintenant quand on vote pour Ballon d'Or, on dit plutôt cette question-là qui est le meilleur joueur du monde et pas qui est le meilleur joueur de l'année. Pour moi, c'est Iniesta. Après, chacun a son avis. Hein. Après... Ah oui, non, mais d'accord, ok. Ça reste un peu particulier en tout cas Voilà. ce débat. On pourra en débattre, on C4, on en a déjà débattu sur RTS Radio ce débat du Ballon d'Or. Moi, personnellement, je suis pas fan de ce Ballon d'Or. Allez, dernière question de l'interview décalée. Tout le monde y a répondu. C'est la question un peu sexy de l'interview décalée, un peu Émilie, comme dirait Thomas. Enfin voilà, Jean-Jacques, il faut répondre. Là, t'as pas le choix. Attention parce que comment ça s'appelle oui, Monsieur Payan, il avait répondu à cette question. Alors, Jean-Jacques, il est plutôt caleçon ou slip? Caleçon. Eh ben voilà, il est un peu comme Monsieur Payan. Bah écoute, Monsieur Payan répondait la même chose, comme ça tu le sais. Sans hésitation. Sans hésitation. Bon, plus précisément, techniquement, vous savez que maintenant les caleçons ont une forme de slip un peu, donc c'est le caleçon slip, quoi. Bah voilà, ben voilà, c'était technique. C'était technique, cette explication. Oh, voilà, ils sont dépêtrés comme il en pouvait, Jean-Jacques. C'est bien. Allez, merci pour cette interview décalée. Alors, on va finir sur la dernière partie de l'émission. Les pronostics, on fera pas top ou flop transfert, on est un peu chaud dans le temps. On en parlera plus tard. De toute façon, on en parle déjà sur nos sites, sur notre page Facebook, sur notre Twitter ou sur Arte Sport aussi, hein. Bien sûr, on n'oublie pas, hein, de Ali qui est avec nous ce soir. Son site Arte Sport, il pourra nous en parler à la fin de l'émission. Un petit mot là-dessus. Allez, les pronostics, c'est parti. On va pronostiquer sur 3 matchs et le premier match, ça sera Saint-Étienne-Toulouse. Alors, quel est ton pronostic pour toi, Jean-Jacques? Bien sûr, Saint-Étienne-Toulouse, c'est de la Ligue 1, c'est le championnat qui va reprendre ce week-end. Un match nul. Allez, match nul. Ali, ton pronostic sur Saint-Étienne-Toulouse? Match nul aussi. Match nul. Et toi, Brice? Je veux dire Toulouse. Eh ben, tu vas dire, tu prends tout le monde à contre-pied, j'aime bien ça. Moi, Vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Ok. Eh ben, écoute, pour ma part, moi, je vais plutôt mettre un petit billet sur Saint-Étienne. J'ai envie de voir Saint-Étienne gagner, juste pour embêter mon petit Florent que je lui fais un petit coucou, qui est lui supporter de Lyon. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, deuxième pronostic, Rennes-Bordeaux. Alors, bien sûr, toujours de la Ligue 1. À toi, Jean-Jacques, quel est ton pronostic sur Rennes-Bordeaux? Une surprise. Je vois une victoire de Bordeaux. Une victoire de Bordeaux. Ok, très bien. Toi, Ali, Rennes-Bordeaux. Une large victoire de Bordeaux. Elle a bien large. Ouh là là. Ça va pas plaire à Brice qui lui supporter de Rennes. Et quel est ton pronostic, justement, Brice? Rennes, hein. Tu vas être obligé. C'est une déception à la fois, on peut pas en enchaîner deux, donc là, on doit gagner, normalement. C'est vrai qu'ils ont gagné mes Lensois ont gagné contre tes Rennais. J'ai envie de dire mes Lensois, excusez-moi, mais j'aime tellement cette équipe, enfin voilà. Allez, dernier pronostic de cette émission. On va partir en Angleterre. Arsenal, Manchester City. Alors là, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu le choc. Pour toi, Jean-Jacques, quel est ton pronostic? Ah oui, là, c'est compliqué, mais bon, amoureux du football d'Arsenal et respectueux de Wenger, je vais pronostiquer Arsenal. Il y avait quand même une petite alliance avec toi et Wenger. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas. Pronostic pour toi, Ali. Je sens bien Arsenal en ce moment. C'est avec Walcott en plus qui commence à nous faire un peu à la Thierry Henry. Alors pourquoi pas une petite victoire d'Arsenal? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas, écoute. Ok, victoire d'Arsenal. Et pour toi, Brice? Voilà, pour les mêmes raisons que Jean-Jacques, Arsenal aussi. Ok, Arsenal. Faut pas oublier peut-être
Qu'il a avec un but de David Villa s'il arrive à temps. Et voilà, justement, c'était un peu notre top ou flop. On voulait justement parler de David Villa, peut-être à Arsenal. Ça, c'était un peu la rumeur de ce qui se passe en ce moment. N'oubliez pas aussi, je vous l'ai pas dit aussi, ça a un peu changé un peu au niveau des pronostics, mais Agüero est out pendant 3 semaines. Ce que j'ai cru voir tout à l'heure, 3 semaines ou plus, je sais pas. Enfin, en tout cas, il est out. En tout cas, à mon avis, il pourra pas jouer ce match-là. Et pour ma part, moi, écoutez, fervent supporter d'Arsenal, très grand fan d'Arsenal, je suis obligé de pronostiquer pour Arsenal, mais même si à mon avis ça va être très très dur. Allez, victoire d'Arsenal, on va pas chipoter pour tout ça. Écoutez messieurs, je pense qu'on a été très très complet sur cette émission, bien sûr enregistrée, je le répète, le lundi 7 janvier. Merci à vous tous, chers chroniqueurs. Déjà, je tiens à remercier Ali qui a été là exceptionnellement aussi dans Quand on aime le foot, on parle foot, et j'ai apprécié que tu sois là. Alors Ali, tu es là, donc tu m'as rendu un grand service. À toi, je te laisse la parole pour ton site Arten Sport. Vas-y, tu peux dire ce qui se passe sur ton site, ou comment il faut y aller. Enfin, en tout cas, moi, j'y vais. J'adore ce site, alors vas-y. Eh ben, on va faire tout simple, c'est Artensport, www.artensport.fr, ça c'est assez simple. Bon, on avoue que c'est sport, et je peux vous le dire ici à l'antenne, même en exclusivité, un petit cadeau. Normalement, d'ici mi-février, nouveau site qui arrive, nouveau design, avec le basket et la NBA, la NBA et la F1 en exclusivité. Et avec même une écurie qui nous ouvre ses portes. Voilà, c'est des petits trucs en coulisses qui se passent. On vous en dit pas trop plus. Et sinon, c'est un site de foot qui essaye de parler un peu de tout, comme ce week-end des déclarations des joueurs sur la Coupe de France. Le président d'Arras a été avec nous au téléphone. Voilà, C'est bien complet. Voilà. Et voilà, tu es un peu sur tous les sports. Tu vas à droite, à gauche, mais t'es complet. Et je peux vous dire qu'en fin de semaine, là, je l'ai juste après cette émission, j'ai le meilleur joueur français en Thaïlande. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ah, voilà. Et ben, il nous sort des exclus, Ali. J'aime bien ça. Il faut, et voilà. Et après, sinon, c'est un site comme tous les autres qui parle, analyse, reportage, interview, tout simplement. Très bien. Merci à toi, Brice, qui était là en tant que chroniqueur cette fois-ci. D'habitude, tu es un peu sur Twitter, mais tu es là aussi en off, qui aime bien réagir. En petite réaction sur cette émission. On va finir sur ta petite réaction, puis après, on finira sur Jean-Jacques. Merde. Vas-y, Brice. Je pensais que la question était à moi, on n'est pas. Ah non. C'était pour Brice, pardon. Non, écoutez, merci de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est bien. Ça changeait aussi de Twitter. Et puis c'est bien de pouvoir débattre un peu, etc., surtout avec des personnes comme Jean-Jacques. Donc impatient de remettre le truc, même si là je pars sur la Coupe du Monde de hand, donc ça va être un peu plus difficile, mais... Et oui, en exclusivité, ça c'est bien pour RTS Radio en plus, ça c'est très bien. Pour avoir un petit point de vue. Et toi Ali, merci beaucoup, et j'espère que tu as appris du plaisir dans cette émission. Je peux te dire, j'ai pris du plaisir, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de radio, c'est vrai que ça date un petit peu. Et puis, moi, ça m'a fait plaisir en tant que Marseillais d'avoir Jean-Jacques au téléphone, encore une fois, merci à toi. Et puis, continue à mettre bien en avant l'Olympique de Marseille, surtout via tes fils, bien entendu. Et je sais que tu es entraîneur d'un club, je sais pas lequel, désolé. Bonifacio. Voilà. J'espère que ça se passe plutôt bien, et que vous allez faire une bonne saison, peut-être. Mais oui, de toute façon, je pense que oui, ça c'est sûr. Merci à toi Jean-Jacques, c'est un énorme plaisir encore de t'avoir sur RTF Radio, de t'avoir de Quand on aime le foot, on parle foot, surtout de t'avoir en tant que parrain, ça c'est clair, je le répète et je le répète, merci beaucoup d'être parrain de notre émission. Mais il nous manque une chose sur RTF Radio, sur notre émission, tu n'as pas fait la phrase de l'émission je sais, c'était la première de l'émission, donc il y a plein de choses qui se sont mises en route, mais tout le monde l'a fait, Ludovic Giuli, Jérôme Alonso, Marion Aïdalo et j'en passe d'autres encore, et dernièrement José Saez et Pierre Ducasse et encore d'autres. Donc Jean-Jacques, il faut que tu nous la fasses cette phrase. Alors c'est simple, il faut juste que tu répètes ça. Ici, Jean-Jacques Kedelli, j'écoute Quand on aime le foot sur RTS Radio. Bonjour, Jean-Jacques Kedelli, j'écoute sur RTS Radio Quand on parle de foot, on aime le foot. Et voilà, merci beaucoup Jean-Jacques. Et voilà qui est notre parrain. Je répéterai. Bon, il a un peu mélangé à la fin, mais bon. Comment? Merci beaucoup de votre accueil. C'était un grand plaisir. Et puis j'espère pouvoir converser avec vous sur le football dès que possible. Eh très bien. Écoutez, moi aussi, j'espère vous revoir dans l'émission. De toute façon, ça c'est sûr, on vous aura dans l'émission prochainement, peut-être un jour en direct. Pour l'instant,
Vous avez vos entraînements, vous avez plein de choses. Ça, on le sait, vous êtes énormément pris et ça, de toute façon, on vous remercie d'être toujours présent pour nous, en tout cas. Ça, c'est clair, ça, je le dirai jamais assez. Et on le ressent, en tout cas, sur RTS Radio. Merci beaucoup. Je tiens à remercier encore tous mes partenaires, tout le monde s'en fout, football.fr et jeunesfooteux.com et Arten Sport qui était là avec nous, Ali. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, merci à vous tous, chers auditeurs. On se retrouve mardi prochain encore avec un invité du football français ou étranger, ça, Dieu seul le sait. On verra tout ça en off, bien sûr. Et merci à vous tous. Et bien sûr, quand on aime le foot, on parle foot. Merci. Salut, ciao. Valentir partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.